cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je suis très heureux de recevoir à nouveau le journaliste, enquêteur, écrivain Patrice Van Hersel. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrice, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et aujourd'hui, si on se rencontre, c'est parce qu'il y a un gros livre que j'ai dans la main avec un titre absolument incroyable au moment où il darde dans mon dos. Le soleil est-il conscient ? Un livre que vous avez publié il y a un mois. C'est une enquête incroyable pour élucider le mystère de la conscience. Alors, chers auditeurs, juste avant de démarrer l'édition, accrochez vos ceintures. Ça va décoiffer. Mais il y aura une très belle conclusion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? On y va et on décoiffe ? Allons-y. Allons-y. Alors, en fait, j'aimerais démarrer, parce que dans votre livre, qui est épais, il fait plus de 400 pages, il y a beaucoup d'humour. Vous avez beaucoup d'humour, ça on l'avait peut-être déjà constaté. Ça foisonne d'anecdotes. Je voudrais commencer par un tout petit jeu à proposer aux auditeurs. En fait, vous commencez votre livre par une question et j'ai envie de leur poser cette question. De quelle façon, parce que c'est une enquête sur l'énigme de ce qu'est la conscience. Chers auditeurs, je voudrais vous poser cette question. De quelle façon vous représentez-vous la conscience dans votre vie personnelle ? Quelles images vous viennent spontanément ? Un petit silence, on laisse les auditeurs réfléchir et on reprend la parole. Vous êtes d'accord ? Très bien. C'est la question que vous posez au début du livre. Oui. Un petit silence. Votre conscience, elle est comment ? Alors, je réponds. Moi, je me suis posé la question. Rien n'est venu. J'ai pas eu d'image. Alors, j'étais peut-être pas un bon sujet. J'ai eu un grand point d'interrogation. C'est la seule chose que j'ai visualisée. C'est bien ou pas bien ? C'est tout à fait normal, je trouve. C'est tout à fait normal parce que c'est une énigme. Et multiface. Elle peut prendre des milliers d'aspects différents. Et au bout du compte, le point d'interrogation est toujours là. Donc, vous êtes allé droit au but. Je suis allé droit, oui. Mais et puis j'ai quand même lu les 400 pages. Ça se lit comme un roman policier. C'est une merveilleuse lecture d'été. Et il y a quand même pas mal de réponses. Il y a toutes sortes de réponses. Oui, et il m'en vient encore, après avoir terminé ce livre, comme, vous savez, habité par l'esprit d'escalier, comme on dit, c'est-à-dire les idées me sont venues après en me disant, il y a des choses toutes simples. Par exemple, la conscience, c'est, là, je bois une citronnade, j'ai le goût de citron dans la bouche. J'ai conscience du goût de citron. Et alors, des idées comme ça, il y en a évidemment des milliers. Moi, ce qui m'est venu en premier, c'était de me dire, tiens, je suis comme une espèce de bonhomme gonflable, un peu. Je suis un bonhomme gonflable. Ma conscience, elle m'habite physiquement du bout de mes orteils jusqu'au sommet de mon crâne, mais je dois dire, pour être tout à fait honnête, que je la sens plus présente derrière mes yeux ou dans ma bouche que dans mes genoux ou mes mollets, même si je respecte beaucoup mes genoux et mes mollets. Alors, par contre, si j'ai mal au genou, par exemple, très mal, eh bien, tout d'un coup, ma conscience, elle va être concentrée là. Elle se balade en permanence. Elle est quelque part partout, en moi-même, déjà. Mais pourquoi gonflable ? C'est drôle que vous ayez employé ce mot-là, parce qu'on a eu un épisode de Zétéo récemment sur tout ce qui est gonflable et pas gonflable, notamment c'était avec Raphaël Buise. C'était il y a pas très longtemps, c'était à la Pentecôte. Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. On sait qu'il y a des poupées gonflables. Moi, je suis un bonhomme. Je me voyais. Ça m'est venu spontanément. Je pouvais pas. J'ai voulu être honnête. Oui. Vous dites en fait, quand on commence à essayer d'avoir ces images, c'est une question de savoir quelle impression de présence on a soi-même. Et alors, il y a il y a des émotions positives, mais il y en a aussi des négatives. Il y a des images positives, des images négatives. C'est un peu flou. Tout à fait. Alors, dans la première liste que je fais donc pour démarrer le livre, j'essaie de me concentrer sur les choses importantes. Donc, je me dis, la conscience, c'est quand je réfléchis
ou quand je me paye une lecture un peu complexe et tout d'un coup je comprends. Le eureka. Là, oui, la conscience. Ça m'est arrivé, pas très souvent, mais ça m'est arrivé quelquefois dans mon métier de journaliste de creuser une question scientifique, par exemple, et puis tout d'un coup de la comprendre. Et là, ça c'est incontestablement c'est un éveil de conscience, voilà. Mais je peux aussi me dire que si j'ai le blues, si je suis déprimé, si j'ai envie de mourir, c'est ma conscience aussi. Ou si je me sens culpabilisé, si j'ai un remords, si tout d'un coup c'est une autre forme de prise de conscience, de me dire t'as vraiment pas été bien, pas été chic, pas été chouette avec telle ou telle personne, par exemple. Là, c'est ma conscience qui vient comme le Jiminy Cricket du Pinocchio que je suis, qui vient me gourmander, enfin et puis alors après on l'étend quand si je suis amoureux, et alors la gamme, là, l'échelle des états amoureux, elle est immense, n'est-ce pas? Mais si je suis amoureux, évidemment que je me dis, c'est ma conscience, c'est même peut-être les plus beaux moments de ma conscience, etc. C'est très variable, en fait. Hein. Si je pratique, heureusement, ça m'a sauvé physiquement, une sorte de gymnastique japonaise tirée du karaté. Mais c'est pas du karaté, mais c'est inspiré du karaté. Ça s'appelle le Shintaido. Je crois qu'on en avait parlé quand on en avait parlé. Oui, je crois. On s'est rencontrés. Il y a eu un épisode il y a pas très longtemps. Oui. Auquel j'invite les auditeurs, évidemment. Quand je suis sur un dojo en train de bouger, seul ou à plusieurs d'ailleurs, et que l'instructeur nous invite à descendre dans notre koshi, comme on dit, c'est-à-dire notre hara, notre ventre. Et que je m'aperçois que effectivement tous les mouvements sont beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus thérapeutique, on pourrait dire. Si je pars du centre de mon ventre, eh bien, ma conscience, à ce moment-là, elle est vraiment dans mon ventre. Elle est là. Et ça n'en finit pas. Et alors, simplement, après, je suis obligé, dans un deuxième temps, d'être un peu honnête, d'abord avec moi-même, et de dire, oui, mais alors attends, si tu te balades toute la journée dans Paris, comme c'est le cas pour moi, eh bien, ta conscience, c'est quoi? C'est quelque chose de assez petit. C'est là, tu jettes des jugements. Oh, cette fille est pas mal. Oh là, ce type, je sais pas pourquoi je le dis dans ce sens-là, mais ce type a vraiment l'air d'un imbécile. Ah, c'est parce que vous me regardez, non? Mais non, je vous vois pas. Vous êtes à contre-jour. Vous êtes complètement... Ah, vous me rassurez. Vous me rassurez. Et toutes sortes de... Ou sur ma conscience quand je suis en voiture sur l'autoroute. Et que un type me fait des appels de phare dans le dos pour m'obliger à aller plus vite et que je dis, espèce de crétin, je n'irai pas plus vite. Et puis, 5 minutes plus tard, il y a un crétin qui roule tout doucement devant moi. Je lui fais des appels de phare. Il ne bouge pas. Et là, ça m'oblige, ce que je raconte, c'est que ça m'oblige à relativiser, à me dire que je ne suis qu'un tout petit bonhomme. Et je pense à ce grand maître spirituel qui était... Georges Gurdjieff, et qui disait Monsieur, vous me demandez comment faire pour vous élever en conscience. Et je n'ai pas de grands conseils à vous donner, parce que face à moi, en vous regardant, qu'est-ce que je vois? Je vois un pauvre navire à la dérive, gouverné par des esclaves émotionnels, des esclaves mentaux, des esclaves de toutes sortes, qui s'assassinent les uns les autres en permanence et qui changent de cap à chaque fois. Alors je vous dirai ceci, monsieur. Prenez n'importe lequel de vos esclaves, car de toute façon, vous n'avez pas le discernement nécessaire. Prenez n'importe lequel, mettez-le à la barre de votre navire intérieur et faites en sorte qu'il tienne au moins son cap quelques semaines. Si vous y parvenez, alors revenez me voir. Et je me suis rappelé d'épisodes difficiles dans ma vie où j'ai effectivement nommé quelqu'un à la tête de mon navire à la dérive pour mener à bien
une débâcle, parce qu'on vit des débâcles dans sa vie, pour survivre à des débâcles. Et le fait d'avoir survécu à des débâcles, grâce à ces conseils du vieux Gurdjieff, m'a permis de me rassurer un petit peu. Alors Gurdjieff, il est dans le livre, et il y en a plein d'autres, parce que je le dis, ça fait plus de 400 pages. Il y a plein de... Vous commencez d'ailleurs, quand vous parlez, on y pense en fait à la conscience, surtout au XXe et au XXIe siècle. On pense à la psychanalyse, on pense, vous le dites, la conscience, c'est le souterrain névrotique de Freud, mais déjà amélioré par Jung, parce que lui, il la connecte aux ancêtres, aux vivants. Et il faut faire attention, et vous l'avez déjà un petit peu dit, Patrice, à l'instant, on est habité par une poussière mentale et des poussières émotionnelles, ce sont des émotions. Il faut faire attention à ne pas les dénigrer. On a des minuscules sensations, des émotions, des souvenirs. Vous faites appel d'ailleurs à Christophe André en disant « faisons attention, relativisons-les ». D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas les dénigrer, il ne faut pas se dénigrer soi-même. Oui, c'est ce que m'avait dit Christophe André quand, pour un livre qui s'appelait « À la recherche de la vie intérieure ». En fait, c'était déjà un peu ça. Je tournais, mais sans bien m'en rendre compte, et qui me disait « mais ne dénigrons pas, soyons écolos ». L'écologie nous a appris que le moindre petit être vivant dans la biosphère a son rôle, est important. Le moindre cloporte, le moindre puceron, évidemment, la moindre bactérie a son rôle. Et donc, Christophe André me disait, arrête de te dénigrer toi-même, toutes ces petites choses qui te traversent en permanence et qu'on essaye un peu de chasser en faisant de la méditation, ce à quoi il nous invite aussi, mais ne les dénigre pas. Elles ont leur rôle. C'est une sorte d'écologie psychique. Alors, elles ont un rôle important. Et vous, alors, Patrice Van Hassel, vous expliquez que là où vous avez commencé à réfléchir et à travailler sur la conscience, c'est particulièrement lorsque vous êtes arrivé, un peu par hasard, dites-vous, sur le chemin des expériences de mort imminente. Et là où vous avez commencé à faire des travaux, où en fait, on cherchait pas tant à savoir ce qui se passait avec la mort, mais avec les états de conscience. Et ce qui se passait dans la conscience de ceux qui revenaient d'un coma plus ou moins long et qui racontaient des choses incroyables. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que au départ, quand à la fin des années 70, je commence à m'intéresser aux expériences de mort imminente, qu'on appelait à l'époque, surtout du nom anglais, NDE. Near Death Experience, NDE, c'était, je dois dire, pour des raisons complètement matérialistes, c'est parce que avec mes amis du magazine Actuel, que nous relancions à la fin des années 70, on a relancé Actuel, et on s'est tout d'un coup, à nouveau intéressé pour la science. Parce qu'à l'époque de mai 68, la science, on s'en méfiait. Et puis là, on s'y intéresse de nouveau. Moi, le hasard des distributions de rôles dans l'équipe fait que moi, je vais m'intéresser aux neurotransmetteurs et à la chimie Vous savez que nous sommes habités en permanence. Tout être vivant, mais chez les humains, c'est particulièrement sophistiqué. Nous sommes habités par une chimie, une symphonie chimique absolument hallucinante entre les hormones, le système immunitaire, les neurotransmetteurs qu'on découvrait à ce moment-là, cette chimie sont des drogues très puissantes, qui sont légales. C'est complètement légal. Et c'est elles n'étaient pas toutes. Il y avait d'autres drogues dont vous parlez dans le livre. Il y avait d'autres drogues qui versaient vers le psychédélisme et dont vous parlez bien, le LSD notamment, qui elles n'étaient pas légales. Mais donc c'est pour des raisons. C'est parce que j'avais ça, je l'ai raconté souvent. C'est parce que j'étais tombé dans la presse sur des déclarations de scientifiques américains qui disaient vous avez peut-être déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle expérience de mort imminente. Non, en fait, j'en avais jamais entendu parler. C'est eux qui m'apprennent que ça existe. Donc, quelqu'un qui est presque mort, qu'on a cru mort, éventuellement que son cœur était arrêté, il était peut-être même déclaré mort clinique, et puis qui finalement, grâce aux techniques de réanimation formidables de notre époque, revient à la vie et rapporte cette histoire absolument extraordinaire qu'on appelle expérience de mort imminente, avec des degrés différents, mais en tous les cas, la plupart du temps, ils en sont revenus transformés, métamorphosés, et par exemple, ils n'ont plus
plus peur de mourir. Et donc, ce qui me passionne à ce moment-là, et ça va donner plusieurs articles qui vont être regroupés en 1986 dans un livre qui s'appelle La source noire. Ce qui m'intéresse, c'est déjà la conscience, mais j'en ai pas conscience. C'est-à-dire que je suis là, je travaille. Moi, j'enquête auprès de gens qui travaillent sur la frontière entre la vie et la mort. Et est-ce qu'on était vraiment mort? Alors, qu'est-ce que c'est que la mort? Et encore aujourd'hui, on a chaque année de nouvelles découvertes. Mais est-ce qu'on est vraiment mort à quel moment peut-on dire qu'on est vraiment mort aujourd'hui, scientifiquement? C'est ce genre de truc qui m'intéresse à l'époque. Et le travail, en fait, sur la mort, vous le dites, Patrice Van Hersel, le théâtre, grâce à ces expériences de mort imminente, du fait qu'on en parle, et vous parlez aussi des soins palliatifs, ça c'est l'autre versant, en fait, de la mort, vous dites le théâtre de la mort ouvre ses rideaux. Et on commence à découvrir ce qui se passe, et ça permet quand même de déchiffrer les phénomènes de conscience et d'inconscience. Vous parlez aussi de la découverte des soins palliatifs, c'est à peu près dans le chapitre qui suit dans votre livre, et vous parlez aussi de ces séances auxquelles vous participez, absolument incroyables, de patients qui sont dans les centres de soins palliatifs, et à qui on fait témoigner de ce qui se passe en eux, et qui révèlent leur souffrance, et qui en même temps traverse la vallée des larmes et arrive à une sorte de sérénité. Et d'ailleurs, vous dites que vous-même, vous pleurez comme une madeleine quand vous assistez à ça. Pendant 10 jours, mais pendant 10 jours. Mais ça, là, vous parlez de ce qui a changé ma vie. Parce que je suis allé aux États-Unis pour aller voir les scientifiques qui, soi-disant, avaient étudié ces états donc de conscience très, très, très étranges et qui pouvaient les expliquer par la neurochimie, par les neurotransmetteurs, etc. Puis en fait, je tombe sur des gens qui n'avaient rien découvert du tout, qui étaient dans un combat idéologique. Et que je découvre, très embêté, parce que je n'avais pas de quoi alimenter un article et j'étais censé faire un grand reportage aux États-Unis. Mais par contre, ces chercheurs qui étaient des sceptiques, matérialistes, qui avaient peur, ils étaient dans la peur, ils pensaient qu'un obscurantisme nouveau était en train de gagner la science, et poussés par la curiosité, ces chercheurs matérialistes, mais purement idéologiques, qui n'avaient fait aucune recherche, me poussent dans le camp adverse, parce que je suis curieux de voir, et je découvre ce que les Américains appellent le Death and Dying Movement, c'est-à-dire tout un mouvement qui, je dois dire, a démarré aux États-Unis avant de gagner l'Europe, et en particulier la France, et qui est en quelque sorte des deux côtés de la barrière, si vous voulez. Effectivement, ce sont les soins palliatifs. Et je découvre les soins palliatifs grâce à Elisabeth Kübler-Ross, qui est l'une des fondatrices, on pourrait dire, une Suissesse, mais devenue américaine. Et je vais avoir la chance de pouvoir participer à son séminaire, qui est un moment, oui, complètement fou, où je découvre à quel point, jusque-là, de grandes questions existentielles pour moi, qui suis un garçon qui avait pas spécialement souffert, qui avait eu des parents formidables, très aimants, etc., donc qui avait été en quelque sorte gâté par la vie. Vécu des années 60, fin des années 60, très joyeuse. Moi, c'est les années... Moi, 70. Moi, c'est les années 50, pour moi, et les années 60 qui... Et puis j'arrive donc là à la fin des années 70 et je découvre des grosses évidences. C'est-à-dire que l'humanité est... Vous prenez, parce que quand vous passez une dizaine de jours avec une centaine de personnes qui sont atteintes pour la plupart de maladies graves, à l'époque c'est le sida qui commence, et le sida il est mortel à tous les coups à cette époque-là, mais vous découvrez la souffrance humaine. C'est inimaginable. Et vous découvrez ce que les Italiens vont découvrir plus tard scientifiquement, ça s'appelle les neurones miroirs, mais que nous sommes tous en résonance les uns avec les autres. Et oui, j'ai jamais autant pleuré de ma vie, parce que
parce que j'entrais spontanément en résonance avec mon prochain, en quelque sorte, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y avait sans doute une majorité de femmes. Mais ce que je découvrais surtout, grâce à Elisabeth Kübler-Ross, c'est que nous pouvons nous aider. Nous pouvons nous aider à, comme vous venez de dire, à franchir la vallée des larmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils étaient tellement... Parce que ils allaient mourir, ils pleuraient sur leur propre sort, mais en même temps, ils racontaient leur vie, du coup. Et ils racontaient des choses terribles sur leur vie. Et vous vous disiez, mais ils vont jamais s'en sortir, parce que la fille qui a été violée par son père pendant des années, et qui est maintenant atteinte de cancer, et qui pleure, qu'est-ce que vous pouvez, pour elle, enfin, eh bien, Kübler-Ross parvenait à c'est une sorte de thérapie de groupe. C'est une thérapie de groupe mais éclairée, si je puis dire, par la lumière très sombre, l'absence de lumière. Et qui leur fait toucher une certaine sérénité. Et qui leur fait traverser, si bien que, au bout du compte, la femme qui a été violée par son père, par exemple, elle arrive finalement à s'imaginer le petit garçon qui était son père. Et elle arrive à pardonner et à pleurer en serrant un gros coussin contre elle, à pleurer sur l'enfant qui était son père, qui est devenu son violeur, etc., etc. Des exemples comme ça, je pourrais en donner plein. Et moi, ça me transforme parce que je me rends compte que, j'ai grandi dans la religion catholique, comme une majorité de Français, à l'époque en tous les cas. Mais j'étais devenu un 68ard. J'étais devenu le parfait 68ard qui ne jure que par le désir et le plaisir. Et la souffrance, c'est à rejeter parce que c'est du dolorisme judéo-chrétien. Et là, je me rends compte que c'est très naïf. C'est sympathique, mais très, très, très naïf. Et là, je me mets à comprendre aussi bien ce que disent en fait toutes les grandes traditions spirituelles. Les bouddhistes le disent à leur manière, les judéo-christo-musulmans le disent à la leur, mais c'est pas la peine, mon petit gars, de t'imaginer que tu peux évacuer la souffrance comme ça. Par contre, tu peux découvrir que nous pouvons nous aider et de voir certains des êtres. J'ai particulièrement en tête certaines femmes, mais il y a aussi quelques hommes qui m'ont frappé, que j'ai mémorisé à jamais, qui, à la fin du séminaire, parce que ça durait des jours et des jours, à la fin du séminaire, étaient comme complètement calmés à l'intérieur. Et même, je dirais même, susciter en moi une forme de jalousie, parce qu'ils rayonnaient d'une lumière d'autant plus profonde qu'ils avaient souffert. Et là, alors là, tout d'un coup, une énigme. Parce que Kübler-Ross, elle insistait pour dire, attends, non, pas de masochisme, pas de dolorisme. Il ne s'agit pas de se flageller du tout. Il s'agit de s'aider à fuir la souffrance. Mais par contre, la nier est idiot. Et donc, je constatais, c'était un constat de journaliste, je constatais que ceux que j'avais vus le plus morfler, pardonnez-moi que j'avais vu le plus morfler au centre de notre cercle, parce que c'est un grand cercle, on forme un cercle, et les personnes, chacun son tour, on vient au milieu du cercle. Ceux que j'avais vu le plus souffrir, parce qu'ils avaient été accompagnés, se retrouver sur des rivages d'une sérénité absolument suffocante. Vous avez employé un mot très fort tout à l'heure, Patrice Van Hersel, celui d'obscurantisme. C'est pas du tout l'obscurantisme, vous venez de le dire. Tout d'un coup, c'est une lumière incroyable que vous découvrez et que vous allez nous faire découvrir dans ce livre. Il y a une épopée absolument formidable sur une ouverture humaine possible qui nous arrache, vous le dites, aux impasses de notre époque actuelle et qui remet en lumière des sagesses antiques, des sagesses premières qui sont absolument extraordinaires. Et vous faites en fait cette histoire, on remonte au néolithique, au paléolithique, de l'histoire du mental humain. En fait, on sait une des raisons peut-être des sources de nos peurs et de ce qui assaille nos consciences, c'est peut-être qu'on s'est coupé de notre animalité, de la nature,
et qu'on est devenus trop cérébraux. Je vais vite, hein, mais vous allez... Ça. Mais vous savez, cette enquête, elle a duré 1 an et demi, là, mais en même temps, j'ai récupéré énormément. En fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'éléments déjà, parce que je suis journaliste depuis plus de 50 ans maintenant, et j'avais beaucoup d'éléments sans tout à fait le savoir, mais j'avais beaucoup d'éléments. Mais là, j'ai creusé, et les surprises les plus belles sont venues... il y a plusieurs surprises très très belles. Il y a la surprise végétale, il y a la surprise musicale, et puis il y a les peuples premiers, comme vous dites, ceux qui survivent encore. Alors on dit premiers. J'ai des amis anthropologues qui disent pas si premiers que ça, parce qu'en réalité, même si vous prenez les Kogi de Colombie, les Bushmen du désert de Kalahari, des aborigènes d'Australie, ils ont toute une histoire. Ils sont déjà l'aboutissement d'une histoire très longue. Mais c'est vrai qu'ils ont conservé des choses, une conscience que nos ancêtres avaient forcément, mais que nous avons perdu. Et ça, alors ceux que j'ai le plus suivis, parce qu'il se trouve que j'ai été, moi, l'éditeur des 3 premiers livres de Éric Julien. Et bien sûr, je pensais à lui. Et Éric Julien qui aide depuis maintenant plus de 30 ans les Kogi de Colombie. J'espère qu'on l'aura au micro de ZTO bientôt. Ah oui, il est formidable. Ils lui ont sauvé la vie parce qu'il était alpiniste là-bas. Il leur a juré de les aider et il les aide depuis. Ça fait, 35 ans qu'il leur achète des terres. Et qu'est-ce que disent... rapidement. Alors, les Kogi, c'est en Colombie, ils vivent à plus de 4000 mètres. C'est un peuple, c'est un des peuples très anciens qui s'est le mieux préservé parce que en Colombie, il y a la Sierra Nevada de Santa Marta qui monte jusqu'à 5000 et ils sont montés. Ils sont montés de plus en plus, et c'est comme ça qu'ils ont pu se préserver de ce que nous appelons la civilisation, n'est-ce pas ? Et ils ont gardé leur culture très 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 proche de l'authenticité originelle. Et ce qu'il y a de incroyable et qu'on va retrouver ailleurs, mais avec eux la démonstration est très très forte, c'est que Éric Julien est donc devenu leur ami, et il lui arrive d'amener quelques-uns de leurs chamans, ils appellent ça des mamous, ils ramènent des chamans Kogi en Europe. Et alors, leur réaction, ça, c'est très drôle. Leur réaction est chaque fois incroyable, enfin, en tous les cas, très intéressante. C'est-à-dire qu'ils nous appellent les petits frères. Les petits frères, c'est à peu près ceux qui peuplent toute la planète actuellement, parce que les petits frères, c'est les modernes, les gens qui utilisent des... C'est nous. C'est nous. Et à la fois, ils nous tirent leur chapeau en disant, parce que quand ils montent dans un avion, c'est à peu près comme si des ancêtres à nous, d'il y a 6, 7, 8 000 ans, montaient dans un avion. Ils sont très étonnés, ils tirent leur chapeau, mais par contre, ils disent, nous faisons beaucoup de soucis pour vous, les petits frères, parce que nous savons que il y a des nuages très très noirs à l'horizon qui arrivent à grande vitesse, et visiblement vous n'entendez pas. Et alors ça, cette expression vous n'entendez pas, elle revient tout le temps, et elle revient dans d'autres. Je vous parlais du désert, des Bushmen du désert Afrique, de Kalahari, oui, etc. Ils entendent ce que nous n'entendons plus. Les végétaux. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont là. Éric leur fait rencontrer des scientifiques français, est venu d'ailleurs d'Europe. D'ailleurs, il y a aussi des Espagnols, des Italiens, des gens, des Européens, des scientifiques. Et voilà que ce petit groupe, composé d'une part de 5 ou 6 Kogi et de 5 ou 6 scientifiques, et puis voilà, qui se baladent dans la Drôme, parce que c'est là-bas que Éric a bâti son école de la nature et des savoirs. Et puis à un moment donné, on entre dans une forêt. Et alors les Kogi s'arrêtent et interpellent les scientifiques en disant « Mais attendez, vous entrez dans la forêt comme ça ?» Ben oui, pourquoi ? Mais vous ne demandez pas l'autorisation. Mais demandez l'autorisation à qui ? Mais enfin, mais aux maîtres des lieux. Les maîtres des lieux, mais c'est qui ? Alors, ils sont très étonnés, ils se regardent et ils se consultent, et puis ils disent, d'après nous, ce que nous entendons, c'est que le maître ici, là, c'est ce rocher. Ce rocher,
Et alors là, ils sont consternés, ils disent, mais alors vous n'entendez donc pas. Et ils entendent ils entendent à distance. Les Bushmen de Kalahari étaient très étonnés quand l'écrivain Van der Post leur affirmait, un écrivain qui vivait avec eux pendant quelque temps, leur affirmait qu'il n'entendait pas les étoiles. Oui, ils avaient même pitié de lui, là, pour le coup. Ils avaient pitié de lui. D'abord, ils ont cru qu'il blaguait. En disant non, attends, tu nous fais marcher, c'est pas possible, tu les entends. Et entendre les étoiles, non. Et on pourrait parler de ça longtemps. Ils entendent la nature, ils entendent bien entendu les animaux. Ils entendent évidemment les animaux, mais ça, même nous pouvons entendre. Heureusement encore. Mais ils comprennent mieux que nous. Mais ils comprennent ce que disent les oiseaux, ils comprennent le ruisseau, parce que la conscience, ils n'ont pas un mot comme nous. Alors seulement depuis le XVIIe siècle, conscience, c'est seulement. Mais le mot conscience, on a essayé de le définir. Ça couvre tellement de fonctions, de capacités que nous avons que ça nous échappe. Mais s'ils n'ont pas de mots pour regrouper toutes ces capacités, les capacités, elles, ils les connaissent évidemment. Ils savent ce que c'est que ressentir, aimer, détester, se souvenir, réfléchir, créer. Communiquer. Ils le savent, mais ils ne se l'attribuent pas qu'à eux, humains. Ils l'attribuent à toute la nature. C'est-à-dire que pour eux, la conscience, c'est pas une énigme. C'est pas du tout une énigme. C'est le fondement de tout. C'est le fondement de tout. Et vous le reliez en fait à leur compréhension de la planète, de la nature, et c'est là, vous parlez d'une conscience cosmique. D'une conscience, pour eux, elle est évidente. Perdu. Et ce qui est très étonnant, c'est que moi, en menant mon enquête, je me rends compte que nous vivons à une époque, là, à la charnière entre le XXe et le XXIe siècle, une époque de grande révolution. Et je les qualifie, je dis qu'il y a deux révolutions. Je dis qu'il y a deux grandes révolutions. Il y a une révolution qui vient d'en haut et une révolution qui vient d'en bas. La révolution qui vient d'en haut, alors je dis... Top-down et bottom-up. Top-down, parce que il c'est faut des mots anglais de temps en temps. Des mots anglais de temps en temps, Mais, top-down, c'est pratique. Top-down. Et qu'est-ce que c'est la révolution qui top-down? C'est ce qu'on appelle la physique quantique. La révolution. La révolution quantique. Et ça fait maintenant un bon gros siècle qu'elle est là. Et au début, elle est tellement complexe, cette révolution quantique. C'est la physique de l'infiniment petit. Ce sont ces grands physiciens, en particulier regroupés dans l'école de Copenhague, qui, à la même époque où Einstein, lui, étudie, on pourrait dire, l'infiniment grand, et définit ce qu'on appelle le continuum espace-temps. Il y a un continuum espace-temps qui nous englobe tous. Ceux qui étudient l'infiniment petit, et à l'époque, on n'a pas les machines, mais leur force conceptuelle est telle qu'ils devancent en quelque sorte les machines, qui permettent de descendre jusque dans les particules élémentaires. Ils se rendent compte que l'infiniment petit, c'est-à-dire ce qui est vraiment le tissu de la matière, obéit à des lois qui ne sont pas du tout les nôtres, celles que nous connaissons. Et pas des lois matérielles, purement matérielles, on le croyait depuis des siècles. Qui sont, enfin, oui, c'est-à-dire que ce sont des lois de probabilité, en fait, tout est ondulatoire. Tout est mouvement. Tout est mouvement, mais ce mouvement, alors moi j'ai eu la chance de rencontrer en 1982 un des derniers grands, alors c'est pas les grands, David Bohm, l'américain David Bohm, on pourrait dire c'est deuxième génération déjà, parce que les très très grands ils étaient morts. Mais David Bohm, lui, a fait partie de ceux qui ont pris le relais très tôt. Et David Bohm, quand je le rencontre, on va aller vite parce que ça prendrait des heures. David Bohm, quand il s'aperçoit très vite, c'est même pas la peine que je dise deux mots, il se rend compte que moi, j'ai absolument pas les capacités de comprendre les mathématiques ultra complexes. Oui, là, faut rassurer aussi les auditeurs qui ne les ont peut-être pas tous non plus, surtout sur un temps court. Mais il me rassure.
Il me rassure, David Bohm, il me dit non, mais d'accord, les mathématiques qui permettent d'approcher cette réalité infiniment paradoxale qui n'obéit à aucune de nos lois, parce que ça va à la fois très vite et c'est immobile, ça peut se trouver à plusieurs endroits à la fois. Enfin, Et puis c'est ce qui a permis de faire les avancées dans le nucléaire, le GPS, le laser et tout le reste. Mais oui. Le lien avec la conscience. Mais oui. Eh bien, il me dit, écoutez, c'est pas grave parce que l'essentiel de ce à quoi nous aboutissons grâce aux mathématiques, eh bien, vous y avez accès aussi. Ah bon? Comment? Et il me dit, mais vous êtes sensible à l'émotion musicale. Alors je dis oui, mais quel est le lien? Eh bien, la prochaine fois que vous serez vraiment ému par une musique, concentrez-vous bien sur ce moment et remarquez comment le passé, le présent et le futur de la mélodie, à cet instant précis, se télescopent en un seul point. Concentrez-vous sur ce point. Eh bien, c'est la conscience. Autrement dit, au fin fond de la matière, nous tombons sur une dimension qui nous échappe, qui est très paradoxale, mais qui ressemble à s'y méprendre à la conscience. Et pour lui, c'était devenu une évidence métaphysique. Il était physicien, mais il était poussé vers la métaphysique. Alors je dois dire que son grand ami Krishnamurti n'a pas dû jouer un petit rôle dans, en tous les cas, la façon dont il a pu intégrer ça à sa propre vie, David Bohm. Mais l'idée qu'un physicien que je vais interviewer dans sa salle de classe au Birkbeck College de Londres, avec un tableau couvert d'équations, il était encore en pleine action, me renvoie à l'émotion qu'éveille en moi une musique. Je n'en suis pas revenu. J'ai mis un moment. Alors j'ai fait, à l'époque, j'écrivais donc dans le magazine Actuel. On a relaté ça dans le magazine Actuel, mais j'ai mis un bon moment à essayer d'intégrer ce que ça voulait dire. Et l'une des choses qui m'a beaucoup frappé au cours de l'enquête, donc qui donne le livre dont nous parlons aujourd'hui, Le Soleil est-il conscient? Eh bien, une des grandes surprises, ça a été de rencontrer la musique tout le long. Tout le long. C'est-à-dire que j'enquêtais sur la question de savoir si les animaux ont une conscience. Et évidemment, je tombais sur mes amis les dauphins. Dont on a parlé, que vous aimez tant. On en a parlé dans cette émission. On a parlé déjà dans cette émission. Et des cétacés. Et des cétacés. Là, évidemment, la musique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que pour communiquer avec les cétacés, la musique est tout à fait primordiale. Mais, et là, pour moi, ça a été quand même une grande surprise. Même chose sur les végétaux. C'est-à-dire que et là, il y a un géant qu'on ne peut pas ne pas citer, même s'il est mort maintenant et qu'il n'a pas eu le prix Nobel. Moi, je trouve qu'il devrait avoir le prix Nobel de quoi exactement, je ne sais pas, parce que c'est Joël Sternheimer. Joël Sternheimer, qui était grand physicien, qui était un élève de Louis de Broglie, un autre grand de la physique quantique. Louis de Broglie a comme élève Joël Sternheimer, qui est aussi un musicien et qui va, lui, s'amuser à décoder, enfin, à décoder les vibrations que font les particules élémentaires et d'essayer de les traduire en musique. Et au départ, c'est une recherche purement gratuite, comme ça, d'un fort en thème, on pourrait dire, d'un gars qui s'amuse avec les ondulations des particules élémentaires et qui va peu à peu être conduit à décrypter ce qu'il va appeler la musique des protéines. La musique des protéines, c'est-à-dire qu'une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. Quand ces acides aminés se regroupent pour former une protéine, eh bien, ça dégage des fréquences. Lui, il capte ces fréquences, il les traduit en musique et
c'est complètement prodigieux. C'est prodigieux parce que ça a une certaine esthétique, mais c'est surtout prodigieux parce que... Ça a du sens. Mais parce que ça guérit. Parce que lui était malade des poumons, il y avait une certaine protéine qu'il avalait sous forme de médicament, et il s'aperçoit que la musique de cette protéine le soigne autant que la molécule qu'il aurait avalée. Il va soigner comme ça des tas de gens en décodant les protéines sous forme musicale, et ça va l'amener très très loin. On va le bloquer parce qu'on va crier au fou. Les seuls qui finalement vont le prendre au sérieux, et il mérite d'être salué, ce sont des agriculteurs, en particulier des viticulteurs. Et aujourd'hui, il y a en France, je ne sais pas, plusieurs centaines, peut-être milliers de viticulteurs, mais aussi de maraîchers qui ont cessé d'utiliser des produits phytosanitaires, des poisons, insecticides, fongicides, et même engrais, pour arroser leurs vignes, le croiriez-vous, arroser leurs vignes ou leurs endives. Le plus gros producteur d'endives de la région de Tours, je crois, arrose ses endives, 700 tonnes d'endives par an, vous vous rendez compte? Alors, des anecdotes, pardon, je suis il y en a obligé. plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a 400 pages. Et donc, non, mais ce qui est très, très intéressant, c'est de faire le lien que vous faites entre, vous dites en fait, grâce à la physique quantique, science et spiritualité peuvent à nouveau dialoguer. Comme peut-être jamais, même dans l'histoire. Elles peuvent dialoguer. Et puis, ça donne un autre regard sur la matière, un regard spiritualisé. Et d'ailleurs, vous faites appel, moi ça m'a beaucoup plu, à Teilhard de Chardin, à la noosphère, à cette dimension absolument incroyable qui rejoint cette conscience cosmique qu'ont les Kogis et qu'avaient les peuples premiers, en quelque sorte. Tout ça est lié, en fait. Et alors, ça, sur le dialogue entre science et spiritualité, je dois vous avouer que mon cœur balance, en quelque sorte, parce que j'avais de grandes discussions avec Jean-Marie Pelt, le botaniste, qui était un catholique fervent, un démocrate chrétien, et en même temps, c'était un écologiste de la première heure, qui me disait ceci, en résumé, il me dit, moi je crois au fond, si tu me demandes ce que je crois vraiment au fond, je pense que la Terre tourne autour du Soleil par amour. Mais si un de mes étudiants m'écrit ça sur sa feuille, parce qu'il dirigeait des thésards, je lui mets évidemment un 0 pointé, car ce n'est pas scientifique. La science a des règles précises qu'il faut complètement respecter. Mais la science n'a pas le fin mot. La science ne peut rien dire de l'alpha et de l'oméga. La science est une servante, et elle doit rester une servante. Si je dis la Terre tourne autour du Soleil par amour, je le dis à un niveau supérieur, à un niveau que certains pourraient dire poétique, mais moi je dis spirituel. Ça, là, c'est Jean-Marie Pelt qui parle. Et que, à notre époque, les gens ne savent plus ce qu'il faut croire ou ne pas croire entre science et spiritualité. Et alors, il est évident, moi j'ai suivi évidemment Teilhard de Chardin. C'est pour ça que j'étais, je crois, venu la première fois vous voir. C'était pour mon livre Noosphère. On en avait parlé aussi, oui. On avait parlé de la noosphère. Et Teilhard est typiquement un scientifique qui cherche la vérité de façon la plus rigoureuse possible, la plus rigoureuse, mais qui est en même temps un grand mystique. Un théologien, un mystique. Un théologien, un mystique. Et pour lui, tout cela converge. Et converge notamment depuis l'avènement de l'humain. Le phénomène humain, c'est ce qui va faire converger ce qui, pour Darwin, diverge. Le buisson qui part dans tous les sens, toutes les espèces, etc. Et je suis complètement convaincu que Teilhard est sur la bonne route. Mais, alors là, je suis obligé d'en venir déjà, quitte à revenir un peu en arrière, à la fin de mon enquête, parce que c'est là qu'est la clé tout de même.
tout au long de cette route que j'étudie les gens, les humains qui se soignent les uns les autres, les plantes qui communiquent avec des chevaux. Vous parlez des fougères et des chevaux. Les fougères qui soignent des chevaux, et d'une façon telle qu'on ne peut pas ne pas imaginer qu'il y a une conscience. Toutes ces consciences, tous ces aspects de la conscience, à la fin de mon enquête, j'ai tenu à les soumettre à ce que je considère comme de grands instructeurs spirituels dans toutes les traditions. Et leur réponse a été relativement unanime. Ils m'ont dit, depuis le début de ton enquête, tu étudies des états de conscience. Tu étudies des états de conscience. Le monde végétal est habité par des états de conscience. Le monde animal aussi. Les humains, évidemment, le problème avec les humains, je dirais que c'est que nous sommes habités d'une conscience tellement aboutie, tellement sophistiquée, au point qu'on nous dit fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est que c'est allé très très loin. Eh bien, les modernes matérialistes, retournant en quelque sorte la situation, ont dit comme Jacques Monod, le prix Nobel, le prix Nobel de médecine Jacques Monod, écrit en 1970 dans Le hasard et la nécessité, nous sommes seuls dans un univers indifférent où nous sommes apparus par hasard. Ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, j'avais 20 ans et ça m'avait choqué. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes, c'est transformer une bénédiction en malédiction. Nous avons la chance d'être un humain. Les Tibétains disent, toi qui as pris la forme humaine, ne gâche pas cette occasion. Donc effectivement, être un humain, c'est pas rien. C'est fantastique et c'est une énorme responsabilité. Mais s'imaginer que parce que je suis un humain, je suis le seul à être habité de conscience et tout le reste est indifférent, ou comme dirait Descartes, qui de ce point de vue-là était quand même très aveugle, que les animaux sont des machines, eh bien, nous sommes donc, nous, humains, baignés dans une conscience qui prend toutes sortes de formes. Mais, et j'en reviens aux instructeurs juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes que j'ai pu rencontrer, ou hindous d'ailleurs par Sheldrake, parce que Rupert Sheldrake, lui, est très influencé. Il est chrétien hindou. Tous me disent, tu étudies des états de conscience, mais tu n'étudies pas la conscience. Ah bon, mais alors c'est quoi la conscience? Ben, la conscience, on ne peut rien en dire. Et celui qui me rassemble ça de la manière la plus forte pour moi, c'est un grand ami, c'est le prêtre orthodoxe Jean-Yves Leloup, qui me dit, tu as raison, tout ça est habité de musique, mais toutes ces musiques sont issues d'un silence. Lui, il dit un silence très subtil, mais un silence dont on ne peut rien dire. Et là, vous voyez, Guillaume, je retombe sur quelque chose que j'avais déjà dû vous dire. Ça m'étonnerait que je ne vous l'ai pas dit si on a parlé des expériences de mort imminente. Les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente commencent généralement par vous dire... C'est ineffable. C'est ineffable, mais totalement ineffable. C'est-à-dire que je ne peux absolument pas, il n'y a aucun mot humain qui peut dire. Et là, on rejoint le sans-nom. On rejoint les théologies apophatiques. Les théologies apophatiques. Voilà. Les théologies apophatiques qui disent de la source des sources, on ne peut dire que ce qu'elle n'est pas. On ne peut dire que ce qu'elle n'est pas. Et là, ils me disent la même chose. Ils me disent tous, oui, tous ces états de conscience que tu as étudiés et qui, en effet, habitent le cosmos tout entier, au point que, oui, et avec lesquels on peut communiquer. Il est possible. J'aimerais après dire quelque chose de manière opérationnelle sur l'avenir qui nous attend maintenant. On va en parler, mais... Ils disent tous, eh bien voilà, ça sort d'un silence. Et puisque nous parlons de musique et que la musique très
moi, ça a été une grande surprise qu'elle est tout le long, elle est là tout le long. Ils disent, mais ne savais-tu pas que la beauté d'une musique, et non, je ne le savais pas, parce que je suis malheureusement pas musicien ni mélomane, enfin je suis un pauvre béotien, en tous les cas dans ce domaine, que la beauté d'une musique, elle se mesure à la beauté des silences. Après le concert, que ce moment magique. Alors ça, c'est Marc de Smet. Oui. Marc de Smet qui dit, est-ce que tu as remarqué que quand on sort d'un grand concert, même de rock'n'roll déchaîné, si le concert a été formidable, il y a un silence. Ça, c'est une façon de retomber sur les pieds C'est souvent un beau moment. C'est un beau moment. Oui. C'est un très beau moment. Et donc, voilà, le silence. Mais de manière... j'aimerais dire encore quelque chose sur notre responsabilité. Oui, parce que vous avez même aussi un chapitre sur cette époque anthropocène dans laquelle nous sommes rentrés. Nous sommes dans une nouvelle ère de l'humanité où c'est tout d'un coup l'homme et l'effort de l'homme qui modifie même la planète, et les dangers et l'intelligence artificielle. Vous posez même la question, est-ce qu'elle aussi a une conscience ? Vous abordez tous ces enjeux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. C'est ça. Mais ce qui je voudrais citer un jeune philosophe, assez jeune, je crois, philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit 3 livres. Le premier s'appelait Accélération, c'est-à-dire qui dit « Nous, aujourd'hui, sur Terre, les humains, nous sommes pris dans un piège » que lui appelle accélération. Et ça va plus loin que Paul Virilio, qui avait écrit beaucoup sur la vitesse. Accélération, c'est de dire nous sommes prisonniers de l'idée de croissance. S'il y a de la croissance, s'il y a de la croissance, tout va bien. S'il n'y a pas de croissance, tout va mal. Et c'est un piège, parce qu'il faut que ça aille de plus en plus vite, d'une certaine façon. Et c'est particulièrement vrai avec l'intelligence artificielle, par exemple. Si je vous dis, vous savez quoi ? Regardez mon petit portable, là. Sa mémoire a doublé en 1 an. Non, elle a doublé en 6 mois. Elle a doublé en 3 mois. Fantastique, tout le monde crie. Hurrah ! C'est-à-dire que nous sommes des cobayes, nous sommes des rats dans un... Comment ça s'appelle ? Non, des hamsters, dans la roue de hamster. On court de plus en plus vite dans une roue, sans savoir où on va, d'ailleurs. D'ailleurs, je dis juste en parenthèse qu'on va en parler dans le prochain épisode de CTO. On va y consacrer une émission entière. Ah oui, d'accord. À ces enjeux que vous abordez très profondément dans votre livre sur l'intelligence artificielle. C'est une roue qui va de plus en plus vite, sans savoir, comme dans le sketch de Jamel Debbouze qui dit il court et tout le monde court. Et pourquoi tu cours ? Ben, je ne sais pas, parce que tout le monde court. Et donc on court, on ne sait pas où. On est dans la roue du hamster et on ne sait pas que le hamster, c'est nous. On est dans la roue du hamster. Et le deuxième livre du philosophe Hartmut Rosa s'appelle Résonance. Et il me fait énormément penser à ce que disent les Indiens Kogi ou les Bushmen ou les aborigènes disent « Mais vous n'entendez plus ? Mais écoutez, entrez en résonance. Il faut que nous entrions, mais c'est pas facile. Comment faire pour entrer en résonance avec le monde ? Il faut absolument que nous entrions de nouveau en résonance. Et le 3e livre de Hartmut Rosa s'appelle « Rendre le monde indisponible ». Et quand je l'ai lu, je me suis senti très concerné, parce que moi, je suis disponible, je suis partant pour toute aventure, etc. Et à un moment donné, il faudrait que j'écoute ce que me disent les sages. Par exemple, mon thérapeute ayurvédique de médecine indienne qui me dit il faut se calmer, il faut se calmer, il faut arrêter d'être disponible à tout. Il faut se concentrer, méditer, prier peut-être, entrer en résonance avec le monde de nouveau pour l'entendre. Et ce que me dit la femme de Rupert Sheldrake, qui est l'homme, le chercheur qui m'a donné le titre « Le soleil est-il conscient ?» C'est un article très sérieux de Rupert Sheldrake, mais la femme de Rupert Sheldrake, qui s'appelle Jill Peirce, et qui enseigne le chant. Et ça serait trop long de parler d'elle en détail, mais elle dit un grand problème de notre époque,
c'est que nous ne chantons plus. Nous sommes tous pris dans des musiques en permanence. Il y a de la musique, ça c'est sûr que vous pouvez être n'importe où, vous pouvez écouter de la musique. On se balade avec des écouteurs sur les oreilles, on écoute de la musique. Et donc on se croit en quelque sorte, on se croit musicaux. Mais non, parce que nous ne chantons plus, alors que nos ancêtres chantaient. Et quand on était au champ, quand on était à la moisson, je veux dire, ou au semail, on chantait. Quand un artisan faisait son travail, il avait un chant. On chantait pour la naissance, on chantait pour le mariage, on chantait pour le mort. On chantait à tout moment et nous ne chantons plus. Et il semblerait bien qu'une des façons, mais je ne sais pas comment on pourrait y parvenir, les chorales, c'est très bien. Il y a des chorales de plus en plus, c'est bien. Mais comment chanter toute la journée ? Paradoxalement, ça pourrait être en chantant que nous nous mettrions à entendre le monde. C'est magnifique. Alors, Patrice Van Hersel, 430 pages, je crois, un peu plus, d'un vrai feu d'artifice vers le soleil. J'ai encore 2-3 petites questions. Vous dites, en fait, ce qui est merveilleux dans votre livre, c'est que vous ne cachez pas les nuages qui s'accumulent sur nos têtes à l'heure actuelle, que nous avons pour la plupart suscités nous-mêmes dans cette phase de l'histoire où l'homme est si dévastateur. Et en même temps, mais vous dites, on va pas les cacher, mais on va se préparer. Vous donnez évidemment les voies spirituelles, se préparer à survivre ou à passer ce cap si difficile de l'histoire de l'humanité qui s'annonce. Et vous donnez aussi des cas absolument merveilleux qui révèlent la richesse de la conscience humaine. Je voudrais quand même vous faire dire un mot ou deux, si vous voulez bien, sur Lucille, qui est une des héroïnes de votre livre. Vous êtes d'accord qu'on parle un petit peu d'elle, et pour révéler les richesses extraordinaires de la conscience humaine. Alors oui, Lucille, c'est immense, parce que là, j'ai parlé des plantes, des animaux, j'ai pas tellement parlé des humains. Non, ni des animaux, ni des baleines, pour une fois. Ni vraiment des animaux. Ouais. Donc finalement, j'ai parlé On n'a pas le temps, mais Lucille au moins. Rien. Lucille, voilà, c'est quelque chose, c'est une méthode... Rapidement. Lucille, c'est la fille d'amis à moi. C'est leur deuxième enfant. Le premier est magnifique. Et voilà qu'arrive un bébé qui, très vite, dès la grossesse, on sait qu'elle a une très petite tête, elle est microcéphale, et donc elle va être polyhandicapée. Et quand c'est un drame terrible qui tombe sur une famille... ils ne savent pas comment s'en sortir. Le couple est menacé d'exploser. Quand quelqu'un tous ceux qui ont un enfant très handicapé, c'est un très grand handicap, parce qu'elle est quasiment aveugle, elle peut pas parler, elle peut pas marcher. Enfin, je veux dire, c'est total. Et puis un double miracle va se produire, c'est que dans un premier temps, Marie, la maman de Lucille, va être poussée à faire tout un travail transgénérationnel, on pourrait dire, qu'elle va se déculpabiliser un petit peu, parce que la maman d'un tel enfant se sent très coupable. Évidemment. Et elle va se déculpabiliser en se rendant compte qu'il y a des choses qui traversent les générations et qu'elle ne porte pas seule le poids de ce malheur. Elle découvre d'ailleurs, du coup, ça lui ouvre des nouveaux horizons. Et puis, elle va tomber sur une méthode qui, au départ, vient d'Australie, qui là-bas s'appelle communication facilitée, mais qui a été largement, agrandie par une orthophoniste française qui s'appelle Anne-Marguerite Vexio. Et vous parlez de la psychophanie. Et les Australiens vont l'obliger d'ailleurs à appeler ça autrement que communication facilitée. Elle va appeler ça psychophanie. Et c'est une méthode qui est incroyable, qui permet de démontrer ce que dit Anne-Marguerite quand elle dit « Quel que soit l'état d'un cerveau, la conscience est intacte ». Alors au début, vous comprenez pas, parce que nous, à notre époque, on pense que la conscience, elle est produite par le cerveau.
C'est ce qu'on enseigne dans les facs de médecine. Mon fils aîné est psychiatre, c'est ce qu'il a appris. La conscience est produite par le cerveau. Ben non. Non, tout se passe comme si le cerveau, il est fantastique, et si le cerveau est atteint, il y a toutes sortes de troubles épouvantables, mais la conscience en soi serait quelque chose d'indépendant, que le cerveau capterait en quelque sorte, comme si le cerveau était un capteur, une antenne. Et donc cette technique de communication va permettre à Lucile de communiquer. Va permettre à Lucile de communiquer. Et ce qui est très incroyable, et c'est magnifique. Lucile, c'est un cas, mais il y a plusieurs livres maintenant. Alors la maman de Lucile va devenir une professionnelle de la chose. Elle appelle ça, écoute profonde. Il y a plusieurs livres qui sont parus. Chez plusieurs. Il y a même un film internet avec un concert d'un groupe qui s'inspire de Lucile. Qui s'inspire de Lucile, parce que ce qui est incroyable, c'est que ce que Lucile parvient à communiquer aux gens qui entrent en communication, en résonance avec elle par télépathie, on pourrait dire, et qui tapent comme en écriture automatique sur un clavier, sans savoir ce qu'ils tapent, ils tapent, et ensuite. Est-ce qu'elle communique? Qu'est-ce qui arrive? C'est la beauté de l'amour. Oui, on peut dire ça, parce que il arrive à la fois des validations, et ça c'est très important pour convaincre au départ les gens, c'est-à-dire des validations. Des validations, ça veut dire quoi? Ça veut dire, très concrètement, la gamine pleure depuis des jours et des jours, on comprend pas ce qu'elle a, elle tape sur le clavier, sa maman, qui a été formée, ou la thérapeute tape sur le clavier, et on découvre qu'elle a une molaire qui lui fait mal. Et c'est vrai. Et il y a comme ça des validations très concrètes, très matérielles, qui montrent que, en effet, il y a bel et bien communication. Mais alors, ce qui est complètement fou, c'est que c'est d'une beauté poétique. Ce sont des vers, ce sont des psaumes, littéralement, qui sortent de la conscience. Alors, mais de quelle conscience? De la conscience de ces êtres infirmes, handicapés, qui révèlent une beauté intérieure, et finalement, au bout du compte, alors on connaît ça, en tous les cas, moi je me rappelle, j'avais enquêté sur les enfants soleil, comment s'appelait-elle, j'ai oublié le nom de la bienfaitrice des enfants trisomiques, donc mongoliens, mais qui peuvent être apporter le bonheur dans une famille, paradoxalement. Mais là, on pourrait dire que ça va vraiment un cran plus loin, parce que ce sont un trisomie qui peut encore parler. Tandis que là, c'est quelqu'un qui ne peut absolument pas parler, et qui pourtant va communiquer par des biais d'une poésie immense, va communiquer aux siens des vérités, et va parler de son état, de ce qu'elle vit. Je dois dire qu'on ne sait plus quoi dire, on reste quoi. Il y a Patrice Van Hersel, il y a 1000 merveilles comme ça dans votre livre. Il y en a beaucoup. On n'a pas le temps d'en parler. On n'a pas le temps de parler vous avez des révélations aussi sur... évidemment, vos amis, les cétacés, sur les dauphins, les baleines. Vous parlez de poésie. Vous avez cité tout à l'heure Jean-Yves Leloup. On a parlé de la noosphère. Jean-Yves Leloup, en fait, il vous dit, c'est très beau, Jésus, c'est le plus grand des poètes. Ceux qui ont pensé la noosphère et ceux qui ont la conscience cosmique de l'univers, en fait, ils ont pensé comme le Christ. C'est ce qu'il vous dit, Jean-Yves Leloup. Oui. Et il dit, Jésus est le plus grand des poètes, et rends-toi compte, il pense que l'homme est bon. Et il dit ça avec un petit sourire pour me taquiner, et pour me semer à une sorte de doute tout à fait bénéfique, pour dire, est-ce que l'être humain est bon? Est-ce que l'être humain est bon? Est-ce que vous croyez, Guillaume, que l'être humain est bon? C'est une question compliquée. C'est une bonne question. Mais Jésus le croit. Jésus le croit, et voilà, et donc on est là, à l'écoute du monde. L'écoute du monde naturel n'est pas facile, parce que on l'a sérieusement saccagé, et vous savez qu'il y a
il n'y a plus beaucoup d'animaux. Par exemple, chez les mammifères, il n'y a plus beaucoup de mammifères sauvages sur cette terre. Il y a surtout des mammifères domestiqués par l'homme. Donc c'est un petit peu difficile. Mais alors, quand on se met à l'écoute des humains, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des actes d'une beauté, d'un héroïsme extraordinaire. Et puis, il y a... il y a quoi? C'est la philosophe Simone Weil qui disait la bête de l'apocalypse, c'est la pression sociale. C'est-à-dire, en tant que groupe, nous pouvons être formidables, mais nous pouvons être très aliénants aussi. Il faut... C'est comme la mécanique quantique, il faut être à la fois onde et particules. Il faut être à la fois complètement indépendant et en même temps complètement solidaire. En fait, il faut lire ce livre, Le Soleil est-il conscient, parce que vous faites appel à un éveil de l'esprit collectif à l'humanité entière. Juste avant de se quitter, Patrice Van Hersel, 2 petites questions. Enfin, pas petites, mais si vous pouvez essayer d'y répondre rapidement. En 3 mots, je vais essayer. Le Soleil est-il conscient? C'est le titre du livre, alors sous forme de question, donc moi je vous la pose. J'ai cru, quand j'ai reçu l'article de Rupert Sheldrake, j'ai cru que c'était une blague. Et puis non, c'est très sérieux. C'est un article qui est paru dans une revue, tout ce qu'il y a de plus scientifique. Et j'ai appris 2 choses. J'ai appris d'une part que le Soleil, c'est beaucoup plus complexe que ce que je croyais. Moi, je croyais que c'était une bombe thermonucléaire, point barre. Mais non, la complexité, et dans l'article de Rupert, dont je donne les références, évidemment, l'article de Rupert Sheldrake, dont je donne les références dans mon livre, montre que le Soleil est aussi complexe que notre cerveau. Et donc, c'est un peu, on pourrait dire, un clin d'œil malicieux de la part de Rupert Sheldrake, qui est un scientifique que je suis depuis plus de 40 ans. C'est un clin d'œil malicieux parce que, en somme, ça revient à dire aux scientifiques d'aujourd'hui, aux neurologues, aux neuropsy de toutes sortes, si vous pensez que la conscience est un produit du cerveau humain, parce que le cerveau humain est très complexe, eh bien, je vous fiche mon billet que le Soleil est conscient aussi, parce qu'il est d'une complexité très différente. Vous dites qu'il a des intentions, une mémoire de ses propres états, une relation aux étoiles. Une relation aux autres étoiles. Et en fin de compte, il dit, utilisant une métaphore qui s'appelle « The winner takes all », c'est un truc de joueur de cartes, c'est le gagnant rafle la mise. Le gagnant rafle la mise, ça veut dire quoi? Vous, Guillaume, on peut penser que les cellules de votre cœur, les cellules de votre foie ont une forme de conscience, de proto-conscience, parce qu'elles sont auto-organisées, elles communiquent les unes avec les autres, etc. Mais elles délèguent la conscience supérieure à votre moi, à votre âme, je ne sais pas, elles la délèguent à ce qui les organise. Et de la même manière, le Soleil, s'il a une conscience, et il est tout à fait défendable d'un point de vue scientifique de dire oui, il en a une, mais il est en relation avec les autres étoiles. Il y a autant d'étoiles dans notre galaxie que nous avons de neurones dans notre cerveau, et en fin de compte, c'est la galaxie qui à ce moment-là est consciente, ou plus exactement, et là, c'est impossible de le nier, je veux dire, d'un point de vue astrophysique, la galaxie, elle dépend de son trou noir central. Toutes les galaxies tournent autour d'un trou noir. Donc, en fin de compte, la conscience du Soleil, eh bien, peut-être qu'il la délègue à la galaxie, qui elle-même la délègue au trou noir. Les auditeurs vont le découvrir en lisant ce livre absolument passionnant. Le Soleil est-il conscient? Juste pour l'anecdote, Patrice, parce que vous avez beaucoup parlé de musique, on a parlé du Soleil. Vous êtes proche de Marguerite Cardoz, vous étiez proche de Guita Malache, les dialogues avec l'ange, et il y avait un projet de film. Et Guita Malache vous avait dit, s'il devait y avoir un film, ce film n'a pas eu lieu, n'a pas existé, sur les dialogues avec l'ange, la musique devrait être celle du Soleil. Elle avait peut-être l'intuition que c'était la bonne musique pour accompagner les dialogues avec l'ange. Elle avait demandé à Trinh Xuan Tuan, qui était le grand ami de Jeanne Gruson. Un des grands physiciens quantiques. Un physicien spécialiste des galaxies. Et ça fait quoi comme son, le Soleil? Alors, il lui avait dit, si on le transcodait
le soleil, les vibrations du soleil en musique, ça serait quelque chose d'énorme. Et Guy Tamalache avait applaudi en disant « S'il y a un film sur les dialogues avec l'ange, je voudrais que ce soit la musique du soleil. » C'est une très belle conclusion. Moi, ça fait plaisir qu'on parle des dialogues avec l'ange juste en fin de cette émission. Le soleil est-il conscient ? Et chers auditeurs, j'espère que si vous fermez les yeux et que vous essayez de visualiser votre conscience, on vous a un petit peu aidé, même si c'était un feu d'artifice, on a beaucoup, mais il y a énormément de choses dont on n'a pas parlé. Il faudrait qu'on fasse d'autres émissions. En tout cas, Le soleil est-il conscient aux éditions Très Daniel. Merci Patrice Van Hersel. Merci beaucoup Guillaume. Merci de tout cœur. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.